Ça marche, ça enregistre. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sylvain Durin, qui est depuis Nancy, donc pas très loin. Salut Pierrot. Ça faisait longtemps, nous avons partagé la même journée une séance de dédicace de nos livres à Paris récemment. Ouais. C'était intéressant de nous envoyer les gens qui étaient venus, qui n'étaient pas au courant de l'autre. Et donc, cette entraide est toujours bienvenue et il faut la faire. Aujourd'hui, tu vas nous parler de deux choses, deux actualités qui sont, à mon avis, intéressantes et importantes. Tout d'abord, par quoi tu veux commencer en fait? Peut-être pour me présenter pour les gens de ta C'est chaîne qui vrai. ne, qui C'est ne, vrai qui que ne j'ai connaissent parlé de pas. tes livres à de nombreuses fois, mais peut-être que c'est mieux de te présenter, en effet. Alors écoute, donc Sylvain, je suis lorrain, vosgien plus particulièrement, mais c'est vrai que là je vais ouvrir une librairie à Nancy. Je suis auteur et aussi reporter, parce que j'avais fait un reportage, notamment le dernier au Liban, qui est visible sur Télé Liberté, plus plusieurs documentaires en Afrique, un en Grèce sur la crise économique, etc. Tout ça, c'est visible sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est la chaîne des éditions du Verbe Haut. Mhm. Et donc, justement, je suis aussi éditeur, puisque j'ai fondé cette maison d'édition il y a un an, quasiment pile poil, puisque c'était en juin de l'année dernière. J'ai sorti ce livre dont tu avais parlé, et je te Mhm. remercie d'en avoir C'est parlé, excellent. puisque ça m'avait fait une très très bonne promotion, donc je te remercie énormément. On a aussi, je présente un peu les livres on en a sorti que trois pour l'instant, hein. Donc j'étais très content de sortir aussi le livre d'Antoine Bonnet qui s'appelle Fiston, qui a une petite nouvelle qui se passe dans le sud de la France. Le personnage principal s'appelle Charles Prochin, Monsieur Prochin, et en fait, dans une version romancée, on voit les conséquences de la mort de la figure paternelle. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment très très bien senti. C'est assez drôle, c'est un peu célinien, un peu Audiard, un peu avec Ah, le ça, c'est babou un marseillais. sujet qui te tient à cœur, puisque le premier livre que j'avais lu de toi et que j'avais commenté d'ailleurs s'appelait Le sang du père. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. J'en avais fait un documentaire aussi. Et dans la même veine, puisque c'est quand même ma grille de lecture, j'ai réédité le livre de Monseigneur Delassus, qui s'appelle L'Esprit familial, Mhm. pour lequel je fais une préface d'une vingtaine de pages qui s'appelle, en hommage à Marlène Schiappa, qui s'appelle L'éloge du patriarcat. Ah, bah oui. Puisque Marlène Schiappa est restée dans le gouvernement, donc je l'invite à découvrir Les ce livre. pauvres. Et j'en profite pour dire que ces ouvrages sont disponibles évidemment sur notre site internet, mais aussi à la librairie française, parce qu'il faut soutenir nos libraires, et Bien notamment la sûr. librairie française. Voilà pour ma petite présentation assez rapide. Très bien. Alors justement, tes deux nouvelles, tu l'as mentionné, c'est aussi ouais, la création d'une nouvelle librairie. Donc, c'est à Nancy, c'est ça? Ce sera à Nancy, au cœur de ville de Nancy, et ce sera une librairie indépendante, c'est la première chose importante, mais aussi sur la ligne conservatrice. D'accord. Donc les ouvrages qu'on proposera ne seront pas disponibles ailleurs, quoi. Par exemple, je sais que la maison d'édition Ring est totalement introuvable à Nancy et même en Lorraine. Nous, on les proposera. Les éditions, évidemment, Culture et Racines seront proposées, plus toutes les maisons d'édition de notre mouvance, on va dire, seront proposées, et aussi des ouvrages plus classiques, mais dans cette branche vraiment du conservatisme, quoi. Donc on aura trois gammes particulières, histoire et religion, politique et sciences sociales, et régionalisme, tout ce qui est localisme et régionalisme, où on mettra justement des ouvrages, tes ouvrages seront totalement pertinents pour ce rayon. Et on propose, donc on ouvre cette librairie sur nos fronts propres avec mon associé qui s'appelle Alexis Forger, mais on sait que c'est une activité difficile, hein, le monde du livre, c'est vraiment une activité concurrentielle et très compliquée. Donc on fait appel à nos lecteurs, en fait, pour qu'ils nous aident avec un financement participatif, donc qui est Mhm. sur Ulule. Donc c'est ulule.com/les deux cités. C'est le nom de la librairie, ça s'appellera Les Deux Cités. Voilà. D'accord. Alors, ce qui est important à dire, c'est de non seulement effectivement de soutenir les petits libraires, mais pas simplement pour garder une densité économique forte au sein des petites villes et des villes,
mais c'est aussi parce que le libraire a une valeur ajoutée qui est outre celle d'avoir des livres qui peut-être ne sont pas disponibles partout, bien qu'aujourd'hui, évidemment, la concurrence des grands groupes Internet comme Amazon, elle est terrible, mais c'est aussi le conseil personnalisé Exactement. d'un professionnel, d'un passionné qui, lui, pourra vous conseiller peut-être mieux que les algorithmes, justement, Amazon, et qui pourra vous dire, qui sont basés sur des achats, alors que le libraire va pouvoir vous faire, va pouvoir peut-être, en fonction de vos questions et de votre personnalité, vous savoir et même parfois vous faire essayer quelque chose que vous n'aurez jamais essayé par ailleurs. C'est comme les disquaires. À l'époque, les disquaires faisaient pareil. Ils disaient, ah, mais tu devrais essayer ceci, écouter cela, lire ceci. Et il faut saluer le travail de ces petits libraires. Il y en a partout en France. Il faut que ce métier soit conservé parce que le jour où il n'y a plus de libraires, Amazon arrête de faire les petits livres. Et Exactement. il ne fera plus que les 500 best-sellers, plus les 500 autres livres qui sont adoubés par le pouvoir. Et tout le reste, c'est fini. Et là, il n'y aura plus les libraires pour avoir justement la pensée, la vraie pensée, quoi. C'est ça, il y aura soit BHL, soit Guillaume Musso, quoi. Donc, les amis, si vous voulez sortir de ce duel. Que je ne connais pas, mais ça ne m'étonne pas. Et voilà. Oui, et donc c'est très important. Alors, donc dans ces catégories de livres que tu vas essayer de pousser, de faire découvrir aux lecteurs, est-ce que qu'est-ce que tu peux aussi dire à tes amis de Lorraine et de Nancy pour qu'ils viennent te voir, pour qu'ils participent à ce financement? Qu'est-ce que ça, le financement participatif? Alors, je connais pas Usul ou Usun ou Ulule. Ulule. Ulule, ouais. Ça rime avec des trucs que je ne dirai pas sur cette chaîne, mais enfin, tant mieux si on peut se faire financer. Alors, à quoi ça donne droit? Est-ce que ça donne droit à des bons Enfin, comment ça fonctionne? Alors, c'est de souvenirs, ça va de 15 € à 1000 €. Donc, en gros, pour 15 €, vous êtes invité à l'inauguration. D'accord. Et il y aura du beau monde, il y aura notamment Pierre Hilard, il y aura Alain Pascal. Parce qu'on a aussi, ça je peux en parler, on est aussi parrainé, entre guillemets, par 3 personnalités, par Pierre Hilard, par Alain Pascal, qui est je pense que tu connais, hein, qui est un très très grand auteur sur ce qu'on appelle la contre-histoire, et aussi Jean-Marie Cuny, qui est une grande figure lorraine. Ça fait vraiment notre ancrage en Lorraine. Et grâce à ce financement, nous, on va pouvoir proposer, par exemple, des choses en plus, comme le rayon livre d'occasion. On ne pourra pas forcément proposer si on n'a pas ce financement, mais si les gens vont sur la page, je pense qu'on pourra la mettre dans le lien, on va mettre dans la description. Ils verront à chaque étape, en fait, à 10 000 €, qu'est-ce qu'on va vous proposer en plus, etc. Et pour chaque contribution, pour chaque contributeur, il y a quelque chose qui est évidemment donné en contrepartie et qui est vachement intéressante parce que pour 15 €, donc vous êtes invité à l'inauguration. Je crois que pour 50 €, vous avez un livre dédicacé des auteurs que j'ai cités. Il y a aussi Pierre-Yves Rougeron qui nous soutient. Ça va jusqu'aux 1000 €, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a, mais il y a même Alban Guimois, qui est un dessinateur assez connu dans le milieu, qui est en train en ce moment même de plancher sur un dessin spécialement pour nous, et qui sera l'une des contreparties intéressantes de ce financement, quoi. D'accord. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour les amis lorrains, mais les amis aussi alsaciens, et même on peut dire du Grand Est, c'est qu'on sera une librairie, mais on a vocation à être un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y aura énormément de... Notre objectif, c'est de faire 2 événements par mois. Donc conférences, dédicaces, projections, rencontres littéraires, tout ce qu'on peut imaginer dans une librairie. On a déjà des noms qui viendront, puisqu'il y a quand même Michel Maffesoli qui viendra en novembre. On a des auteurs de Ring qui viendront une fois que leurs livres seront sortis. On a monsieur Philippe Murer qui sort un livre là sur l'écologie qui viendra également. On a du beau monde qui sera amené à venir. Peut-être toi, Pierrot, si tu es partant, avec grand plaisir. Avec plaisir. Voilà, on aura des auteurs qu'on peut appeler de la dissidence, mais aussi des auteurs qui ne sont pas dans cette mouvance de la dissidence, qui sont des auteurs plus officiels et qu'on accueillera avec grand plaisir parce que notre objectif, c'est vraiment de faire un lieu de vie en fait. Ouais. On proposera du café, il y aura des bières locales, il y aura des choses comme ça, quoi. Donc, on sera un lieu vraiment enraciné, quoi.
c'est ça qu'il faut pour les librairies, c'est les garder des lieux de culture, mais aussi des lieux de vie, et parce que les deux choses vont ensemble. Et donc, c'est ce qui fonctionne, hein, les librairies qui ont tenu le coup face au raz-de-marée des librairies en ligne. Ce sont des géants. Ce sont justement des librairies qui arrivent à fidéliser un public par l'activité locale, par la présence d'auteurs. Et donc ça, c'est très bien. Alors, l'inauguration est à quelle date? Alors, l'inauguration n'est pas encore fixée, D'accord. puisque le confinement nous a fait perdre un peu de temps, notamment sur le local. On a perdu 3 mois, et puis le temps que les banquiers français se remettent un peu en route, ça prend du temps. J'étais avec mon banquier encore tout à l'heure, donc je vais dire que ça prend du temps. Même tout ce qui est immobilier, ça prend beaucoup de temps pour visiter, etc. Mais on espère, notre objectif, c'est le 15 septembre. On a D'accord. encore 2 bons mois, donc c'est jouable. Si le local qu'on a ne présente pas trop de travaux, ça pourra le faire. Sinon, disons maximum début octobre, quoi. D'accord. Donc l'objectif, c'est le 15 septembre pour la rentrée, parce que Nancy, c'est quand même une ville étudiante, donc on a envie d'être présent dès la rentrée. Ce sera quand même notre cœur de cible aussi, ce sera les étudiants. Nous, on fait ça pour la jeunesse, hein, de toute manière. Hein. Sinon, si on ne pense pas à la jeunesse, on arrête tout et on plie bagage, quoi. C'est Donc on ça. fait ça vraiment pour la jeunesse, quoi. Alors, puisque nous sommes là, justement, parle-nous un petit peu de ce livre euh, qui que j'avais beaucoup aimé, hein, et que j'ai parlé vraiment avec sincérité comme étant un des meilleurs livres que j'ai lus depuis pas mal de temps et que je conseille à tout le monde. Donc, alors, on sent la filiation avec tes livres précédents, clairement, mais je l'ai trouvé beaucoup plus mature, beaucoup plus abouti. C'est aussi normal, hein, avec l'âge et l'expérience. Et je l'ai trouvé vraiment voilà, d'une pertinence et j'encourage tout le monde à le lire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la genèse et comment ça t'est venu d'écrire ce livre? Alors, je pense que ce livre, c'est le résultat de mes 10 années précédentes de recherche, finalement. Les livres que j'avais pu écrire avant ou les films que j'avais pu réaliser avant, c'était finalement, mais ça on s'en rend compte forcément petit à petit, sur le coup on ne le sait pas, mais c'était des marchepieds qui allaient me permettre d'atteindre ce livre-là. La genèse, elle est toute simple, hein. Moi, je viens d'une famille ouvrière, une famille toute simple. Moi, j'avais pas la télé quand j'étais petit. Il fallait taper dessus à grands coups de poing pour qu'elle puisse fonctionner jusqu'à nos 10 ans, je crois. Une famille qui n'est pas divorcée, en fait. Moi, j'ai 36 ans et ça commençait déjà il y a 36 ans, les premiers divorces, etc. Et on se rendait compte avec mon frangin que dans la cour de récréation de la maternelle, tous ceux qui avaient des mauvaises notes et tous ceux qui foutaient le boxon, c'est ceux qui n'avaient pas de père, en fait. Et je pense que depuis toute cette période, j'ai réfléchi à cette question. Et dans mes études d'anthropologie et de cinéma, j'ai eu la révélation un peu grâce au cinéma de Michel Audiard. Et j'ai fait cette comparaison avec le cinéma de Jacques Audiard. Michel Audiard, c'est vraiment la figure paternelle. Je dirais c'est le chant de la fin, quoi. Il nous montre des grandes figures viriles, etc., mais qui sont sur la chute. Et son fils Jacques Audiard va montrer des figures de fils qui n'arrivent pas à devenir père. En fait, c'est vraiment ça l'histoire de ce cinéma. Et en étudiant ce cinéma-là, je me suis rendu compte que la figure du père, ça marche dans beaucoup de choses. Ça marche évidemment pas que dans le cinéma, dans les familles. Quelle est la place du père? Donc anthropologie, mais également dans la religion. Quelle est la figure tutélaire de telle ou telle religion? Donc je me suis intéressé à énormément de religions, comme tu as pu le voir dans le livre. Oui. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait expliquer ce qu'était le matriarcat et le patriarcat en sortant de toutes les bêtises qu'on entend dans les médias, avec une structure très simple, et j'ai trouvé une grille de lecture que je trouve assez naturelle, c'est-à-dire avec ce que j'appelle les 3 niveaux primordiaux, c'est structure familiale, structure politique, structure religieuse. Quelle est la place du père dans ces 3 niveaux? Et est-ce qu'on peut parler d'un patriarcat total, d'un matriarcat total, etc. Et grâce à René Girard, qui a été aussi une révélation tout de même, Oui. j'ai pu trouver ce lien dans le matriarcat, c'est le sacrifice en fait. Le Ouais. sacrifice sanglant. Tandis que le patriarcat, l'objectif du patriarcat, ça va être d'éviter ce sacrifice. Ouais. Et à partir de là, j'ai fait mes études, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour ce livre. J'espère que ça se voit. Et en tout cas, j'ai pu faire une synthèse. Je crois que le livre fait 400 pages, mais c'est un livre assez réduit au niveau du format, donc ça se lit assez rapidement. Ouais. Et j'ai eu un très bon accueil de ta part, aussi Stéphane Edouard qui m'avait fait la gentillesse de m'inviter sur sa chaîne, qu'on salue amicalement.
Ciao. Et, et voilà un peu la genèse de cet ouvrage, quoi. Alors, justement, tu fais la différence entre société patriarcale et société matriarcale. Et j'étais assez étonné de voir certaines sociétés qui me paraissaient patriarcales et que tu décris comme matriarcales. Ouais. C'est quoi la différence fondamentale entre les deux? En fait, je crois que la confusion, mais c'est la confusion de BFM, en fait. C'est la confusion médiatique. C'est-à-dire que la phallocratie, ça n'est pas le patriarcat, en fait. Mhm. C'est pas parce qu'un homme dirige qu'on est en patriarcat, et l'inverse c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'une femme dirige qu'on est en matriarcat. Et je pense que la grande différence, si je devais en trouver une seule, c'est vraiment ce rapport au sacrificiel. Sacrificiel de manière individuelle, c'est-à-dire, tu sais, comme dans ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec ce passage du roi Salomon, tu sais, le jugement de Salomon. Mhm. Je rappelle un peu pour les gens qui nous écoutent, mais il y a le roi Salomon qui est visité par deux prostituées qui ont accouché le même jour et l'un des deux enfants est mort. Donc l'une va dire que c'est le sien et l'autre va dire mais non, c'est le mien. Donc allons voir le roi pour qu'il puisse trancher, quoi. Le roi voit ça, les femmes lui disent voilà, moi ça c'est mon enfant, je veux le récupérer. Non, non, c'est le mien, elle me l'a volé, le sien est mort dans la nuit. Salomon, dans sa grande sagesse, dit très bien, apportez-moi une épée, on va trancher, hein, on va trancher avec l'épée. Je vais le couper en deux, vous en aurez 50-50. On reconnaît ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, tu vois. Oui, oui. Et la première mère dit bah, écoutez, très bien, au moins c'est équitable, parfait, faisons ça. L'autre dit non, non, ne le faisons pas, donnez-lui l'enfant. La vie de l'enfant avant tout. Et là, le roi Salomon, dans sa grande sagesse, parce qu'il y a une préfiguration christique, hein, dans l'Ancien Testament, Oui, dit oui. très bien donnez l'enfant à la deuxième mère qui a refusé le sacrifice. Et c'est ça le patriarcat, en fait. C'est refuser D'accord. le sacrifice et c'est accepter le sacrifice personnel pour le bien de ton enfant. C'est-à-dire la deuxième mère a accepté de sacrifier son amour, en fait. Donc c'est non sanglant pour le bien-être de son enfant, tandis que le matriarcat, c'est la première femme, c'est celle qui accepte le sacrifice sanglant de l'autre pour son bien-être à elle. Et il y a ce jeu mimétique entre les deux figures, les jumeaux, tout ça, j'explique ça dans le livre. Et pour moi, c'est vraiment la grande différence, c'est ça. Le patriarcat va tout faire pour éviter le sacrifice. Mhm. Parfois, il ne pourra pas le faire et il trouvera un subterfuge. Et le matriarcat va utiliser le sacrifice pour se régénérer. Voilà, c'est ça vraiment la grande différence entre les deux systèmes. Alors, ce qui est très intéressant depuis que j'ai lu le livre l'année dernière, c'est le développement que l'on a vu aujourd'hui aux États-Unis avec une sorte de proto-révolution bolchevique qui utilise le prétexte racial comme élément moteur et qui est menée par des jeunes, beaucoup de petits voyous du ghetto, on va dire, mais aussi des enfants de bourgeois qui s'encanaillent. Et lorsque l'on regarde les statistiques, on se rend compte que les voyous du ghetto sont à près de 80% issus de familles monoparentales avec Ouais, exact. mère seule. Et étonnamment, les enfants de bourgeois qui s'encanaillent, donc des jeunes étudiants universitaires dans des sciences molles, proviennent également de familles monoparentales, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une proportion un peu moindre, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, la majorité des enfants sont aujourd'hui élevés par leur mère, Mhm. sans la présence du père, qui, dans certains cas, a fui, mais dans la plupart des cas, a été éjecté par la mère, en fait, a été repoussé, a été spolié souvent par la mère, qui donc élève ses enfants. Et deuxième remarque, et je te laisserai le commenter cela, parce que je crois que c'est très lié avec ce que tu écrivais dans ton livre, Ouais. c'est ces enfants, en fait, ne se battent pas pour de la liberté, ne se battent pas pour des droits, ils veulent du pognon, ils veulent des sous de la part de l'État nounou, l'État-providence, et notamment, en fait, alors le penseur Stéphane Molineux, le philosophe Stéphane Molineux a émis cette hypothèse qu'en fait, subconsciemment, cette armée de jeunes qui demandent du socialisme, en fait, c'est l'armée de ces mères célibataires, divorcées pour la plupart, qui vont défendre les intérêts finalement du matriarcat qui est Mhm.
qui est basé sur le fait de recevoir de l'argent de l'État sans avoir de responsabilité, sans avoir à prendre sur elles leur choix, puisqu'à 80%, ce sont les femmes qui quittent les hommes dans les mariages qui se défont et qui divorcent. Tu peux me redire le nom de l'auteur, hein? Je connais pas. Alors, le philosophe est Stéphane Molineux. Il vient d'être censuré. Il avait plus d'un million de souscripteurs sur sa page, sur sa vidéo YouTube. Et il fait partie du wagon, là, du train qui vient de se faire fin juin de 2020. Profitez d'ailleurs de cette vidéo, profitez de ces vidéos parce que peut-être que dans le prochain train pour les camps du Goulag Digital, j'en ferai partie et réfléchissez, pensez à migrer sur les plateformes alternatives où vous pourrez trouver bientôt ou déjà toutes ces vidéos et d'autres. Même moi, à mon petit niveau, Pierrot, alors que j'ai vraiment un petit niveau, même moi, je suis censuré sur Facebook, hein, avec les algorithmes, etc. 6 mois de Goulag Digital sur Facebook pour avoir fait des blagues sur le Covid. Alors, évidemment. Alors, pour revenir on voit le niveau de la censure. Au moins, Staline, il avait la classe de t'emmener dans une forêt et te mettre une balle dans la tête à 3 heures du matin. Ça avait beaucoup plus de style que de simplement t'interdire de dire des trucs sur une plateforme. Mais probablement que la forêt, tout ça, c'est dans les plans de ce qui va arriver plus tard pour nous autres. Mais au moins, il y avait des gens derrière les manettes, quoi. Maintenant, c'est des algorithmes, c'est des robots. Ouais. Mais bon, bref. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. Et à mon avis, même si on va plus loin, ce que cherche cette jeunesse, c'est même pas vraiment de la liberté. En fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est un mur. Ce sont des enfants, en fait. Ils cherchent la limite. Hein, le rôle du père dans la famille, et ça depuis la nuit des temps, même dans les communautés tribales, matriarcales dont je parle, si le père est mis de côté, c'est pour empêcher cette séparation entre la mère et l'enfant, ce qui permet à la communauté tribale de rester dans ce monde qu'on appelle moniste, hein, le moniste ontologique. Et moi, je suis persuadé que cette jeunesse, qu'elle soit noire, blanche ou tout ce qu'on veut, qu'elle n'ait pas de père, ou ce qu'on appelle aussi les pères manquants, parce qu'il y a beaucoup de figures paternelles qui sont présentes, mais qui sont manquantes parce que ce sont des espèces de mères bis on appelle ça les papas poussettes, je crois, ce genre de profil. Et toute leur vie, ces jeunes gens, mais ce sont des pauvres gens en fait, hein, ils vont chercher finalement, symboliquement, la tarte, quoi. On leur dise, écoute, maintenant, stop, le truc va ranger ta chambre, quoi. Et inconsciemment, je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Et le problème, c'est qu'ils le demandent à un État qui lui-même est, moi j'appelle ça Big Mother. L'État lui-même est quelque chose de matriarcal, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez le droit, alors on ne sait pas qui vous a autorisé à avoir ce droit, de demander des subsides à l'État, qui, avec son gros... Moi, je vois vraiment l'image du saint, tu sais, du saint de l'État, qui perpétuellement, à vie, nous nourrit de son lait un peu satanique, en fait, parce que c'est un lait qui nous empêche d'être libres. Hein. Oui, donc, puis en plus, l'argent avec lequel il abreuve par ce saint métaphorique, il n'existe pas. C'est de l'argent qui est emprunté sur les générations futures. Donc en fait, on est en train de sacrifier nos enfants et nos petits-enfants pour nourrir les assistés d'aujourd'hui. Exactement. Et de toute manière, si tu regardes cette classe bourgeoise dont on parle, moi, les États-Unis, je connais moins, mais restons en France. Enfin, allons en France, pour toi qui es suisse. Cette classe bourgeoise, elle a sacrifié la vie de ses enfants pour son bien-être matériel. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour avoir une plus grosse maison, pour avoir une deuxième voiture, pour avoir une maison secondaire, ont mis leurs enfants très rapidement dans des nourrices, chez des nourrices ou tout ce que tu peux imaginer. La femme a vite été travaillée, elle a été esclave d'un patron toute sa vie et pendant 40-45 ans, et en général, c'est des femmes qui regrettent d'avoir eu ce parcours aujourd'hui. Hein. C'est des femmes qui maintenant ont un peu plus de 65 ans et qui regrettent tout ça. Et elles ont créé des générations de gens qui n'ont pas de racines. Hein, dans le livre, j'essaie d'expliquer la famille parfaite, entre guillemets, si tant est qu'elle puisse exister en ce bas monde. Je la mets sur la symbolique de la croix. C'est-à-dire que la figure paternelle, c'est un tronc, c'est un roc. Ça doit être ancré dans la terre, c'est-à-dire que tu es ancré dans un lieu, déjà, dans la terre de tes ancêtres, la terre de tes pères, mais aussi tu es directement connecté vers le ciel. Tu es la ligne directe vers Dieu le Père, en fait. Donc sans le tronc, il ne peut pas y avoir la mère, qui est la matière, la chose, celle qui s'occupe de la matérialité des choses.
dans une famille, moi je ne suis pas du tout pour dire que la femme a un rôle moindre. La femme, c'est la reine du foyer, depuis au moins le XIIe siècle. Et ce que j'aime bien dans cette symbolique de la croix, c'est que le tronc est là, imaginons, plus la femme est haute, plus on a une belle croix, plus la femme est basse, et plus on a autre chose. Et là, maintenant, on est dans un monde où l'homme n'est plus vraiment un tronc droit, il peut être un peu penché, etc. Donc on est dans des symboliques encore bien différentes. Ouais. Mais voilà, on est loin de cette... Ça, c'est le patriarcat. Et ce qu'on nous dit toute la journée comme étant le méchant blanc patriarcal, mais en fait, c'est juste un fils de bourgeois mal dégrossi, qui n'a pas eu de père, et qui, en fait, sera un fils éternel. Donc on n'est pas du tout dans du patriarcat, on est dans du matriarcat. Et pour continuer sur mon concept du matriarcat sacrificiel, quand on est dans un matriarcat, le sacrifice est en attente. Ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. René Girard l'a très bien montré, et Joseph de Maistre avait eu cette intuition-là aussi. Et pour moi, les attentats qu'on appelle les attentats islamiques, pour moi, ce sont des sacrifices rituels, en fait. C'est-à-dire que le sacrifice va chercher à coaguler un peu la société en différents clans, et ça donne tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut donner une guerre civile, ça peut donner une guerre raciale, une guerre sociale. Aujourd'hui, tout est possible. On le voit avec Black Lives Matter. C'est à la fois racial, à la fois social, les uns manipulent les autres, etc. Mais parce qu'il y a ce besoin de violence pour, si tu veux, comme les gens sont indifférenciés, c'est-à-dire que tout se vaut, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de science du sacré, eh bien, il va falloir que cette hiérarchie réapparaisse à un moment ou à un autre. Et c'est par la violence et c'est par le sacrifice qu'elle réapparaîtra. Donc on est dans cette période-là actuellement, et c'est pour ça que certains de mes lecteurs m'envoient des messages pour me dire « mais on y est là, dans votre matriarcat sacrificiel, c'est maintenant ». Et je leur dis « mais non, en fait, pas encore. Là, on est au début d'un cycle, mais on ne peut pas vraiment savoir jusqu'où ça ira. » Bon, après, l'histoire nous montre que les sociétés matriarcales ne durent pas très longtemps, car elles sont extrêmement faibles et face à leurs voisins mieux organisés et conquérants, en général, ça finit dans une boucherie, quoi. Et les femmes d'une société matriarcale finissent esclaves de la société dominante qui aura conquis la société mourante. Mais enfin, le processus peut être assez pénible. Donc, à nous effectivement de tenir et de recréer cet axe vertical et je crois que personne ne dit qu'il y a des supériorités d'un sexe sur l'autre. Ils sont complémentaires, ils sont nécessaires en symbiose. J'avoue que effectivement peut-être le concept de mariage tel qu'il est conçu dans le monde chrétien, il demande des efforts assez surhumains. En revanche, il est la voie nécessaire pour une famille cohérente, bien constituée et saine. Après, c'est pas évident, mais c'est pas évident dans la société d'aujourd'hui. Pour avoir 4 enfants, je peux te dire que c'est pas simple tous les jours. En revanche, il est nécessaire et c'est certainement, je crois que dans ce livre, ce que tu décris est absolument indispensable pour que tout le monde le lise. Donc j'encourage encore une fois à tous ceux qui nous regardent de lire ce livre et puis surtout de ne pas oublier, on mettra le lien à la fois pour le livre et pour ton fonds de participation collective pour aider à lancer ta librairie. Je mettrai ça dans la description parce que c'est important de se démarrer. Sylvain, je te remercie. Merci à toi, Pierrot, vraiment. Et on se croisera sûrement alors dans ta librairie ou ailleurs. Avec grand plaisir. À très bientôt. Salut.